Et bienvenue à cette première émission de Tout le monde en parle en 2010. Tout d'abord, je voudrais m'adresser aux Haïtiens du Québec qui ont perdu des êtres chers et qui ont vu leurs parents et amis jetés à la rue lors du séisme en Haïti. Les Haïtiens du Québec sont tellement importants et tellement nombreux dans notre communauté qu'on a l'impression que le tremblement de terre de Port-au-Prince a eu lieu chez nous. Alors, au nom de toute l'équipe de Tout le monde en parle, je vous offre nos plus vives sympathies et toute notre affection. Kembe fo palagé, tout moun dans Québec à la Wounbadé, fayon sel à coup. Mes invités ce soir, Georges Laraque, Rachel Norbrun, Patrick Sauvé, Claude Legault, Pods, Louise Cousineau, Kaya, Kim Thuy, Mesmer. Et voici notre fou du roi, Danny Turcotte. Danny, oh Danny, je t'aime bien. Danny, oh Danny, attends-moi. Salut, Danny. Bonsoir, Guy. Écoute, je suis heureux d'être de retour. En plus, j'ai une super belle nouvelle à annoncer. C'est que très bientôt, toute l'équipe de Tout le monde en parle va s'envoler vers Paris. Oui, c'est vrai. Imagine-toi donc qu'on s'en va enregistrer une émission là-bas dans le studio de Laurent Ruquier de On n'est pas couché. Et je dois dire qu'il fallait être aidé un petit peu pour faire ça parce qu'il y a quand même une trentaine de personnes qui vont se déplacer. Et c'est grâce à Air Transat qu'on va pouvoir se rendre là-bas sur le bras d'Air Transat. 2 jours après le tremblement de terre qui a dévasté Haïti, mon premier invité a marqué son premier et dernier but dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Voici Georges Laraque. Bonsoir, Georges. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci de l'invitation. Tu es d'origine haïtienne. Le 12 janvier dernier, Haïti a subi le tremblement de terre le plus dévastateur de ces 200 dernières années. Cette tragédie a fait plus de 150 000 morts, affecté 3 millions de personnes et complètement démoli plusieurs villes du pays. Toi, comment tu as appris ce qui s'est passé là-bas? On faisait les visites d'hôpital avec l'équipe. J'ai appris que l'hôpital en Haïti avait effondré. Alors, c'était très dur pour moi, mais j'ai de la misère un peu à le croire. C'est plus quand je suis arrivé à la maison, j'ai vu les images à la télé que j'ai réalisé que c'était vraiment sérieux. Tes parents ont émigré au Québec dans les années 70. Ta mère est née à Port-au-Prince. Plusieurs membres de sa famille immédiate habitent toujours là-bas. C'est quoi les dernières nouvelles que tu as eues, toi, de ta famille? La majorité du monde sont corrects. Du côté de mon père, il y a des nouvelles de tout le monde. Il y a du monde du côté de ma mère un peu plus éloigné qu'elle n'a pas encore eu de nouvelles, mais c'est du monde que je connaissais pas vraiment parce qu'ils ont toujours resté en Haïti. Mais quand même, vu que c'est où que mes parents sont nés, c'est quand même très dur. C'est pas un soulagement pareil. C'est tellement grave ce qui est arrivé là-bas que à tout le monde, je sympathise avec tout le monde, surtout à la communauté haïtienne à Montréal. Au lendemain de la catastrophe, tu as passé la journée à te demander ce que tu faisais encore à Montréal au lieu de te rendre là-bas. Tu parles couramment créole, tu as visité Haïti à 2 reprises quand tu étais enfant. Tu viens d'être congédié par le Canadien, on va en reparler tantôt. Vas-tu y aller en Haïti? Oui, je vais y aller présentement avec mon association avec Vision mondiale. Dans un mois environ, je vais aller là-bas, en Haïti. La dernière fois que j'ai été, j'avais 13 ans, donc je suis impatient d'y retourner puis de voir le pays. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aider le monde, je vais aider les organismes. Écoute, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de beaucoup de personnes là-bas qui vont aider le monde. Il y a encore du monde pris dans les débris. Puis vraiment, je me compte chanceux d'être ici au Canada, que mes parents ils ont immigré ici quand il y avait 20 ans, parce que sinon, j'aurais pu être là-bas. Peut-être que je ne serais pas ici aujourd'hui en train de parler. C'est pour ça que je me sens un peu... concerné. Oui, beaucoup. Puis à cause de ma chance, mais je veux vraiment aller là-bas puis leur montrer mon support. Avec l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, tu t'es associé à l'organisme Vision mondiale dans le projet Hockey pour Haïti pour venir en aide aux Haïtiens. C'est quoi le projet Hockey pour Haïti? J'ai essayé de penser à la meilleure chose qu'on pouvait faire pour essayer de monde là-bas parce que un des grosses inquiétudes, c'est ton argent va où? Oui. Tout le monde se pose cette demande, question-là. Georges, où je donne mon argent? Parce que souvent, tu donnes de l'argent à ton organisme. Il y a des présidents, des fonctionnaires du monde qu'il faut que tu fasses payer avant. Puis il y a combien d'argent qui va exactement au peuple haïtien. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Avec l'Association des joueurs, on s'est associé avec Vision mondiale. Mais avant de faire ça, on a parlé au président. On veut bâtir un hôpital en Haïti pour aider le monde. Puis ce qu'on va faire, c'est que les fonds vont rester d'un côté
c'est comme en fiducie, comme on dit. Ouais. Puis avec tous les joueurs, tout le monde qui met de l'argent dans ce fonds-là, on va pouvoir regarder exactement l'argent, ce que ça en va, parce qu'ils ont garanti qu'à 100 ça irait vers les soins médicaux, vers un hôpital en Haïti. 2 jours après le tremblement de terre, alors que le Canadien affrontait les Stars de Dallas au Centre Bell, tu as marqué ton premier but dans l'uniforme du tricolore. Manon. Mera remet à Larac derrière le filet. Larac remet à Bergeron. Son tir, c'est bloqué. Et Larac qui tire ensuite. Et le but! Eh ben, tu parles! Non, mais vraiment, c'était tellement spécial pour moi. Les circonstances, la façon que c'est arrivé, ça ne peut pas arriver à un moment avec tout ce qui est arrivé, les émotions que j'avais dans la tête. Le premier match depuis la tragédie, de pouvoir dédier ce but-là à tous les Haïtiens en genre d'espoir pour leur montrer que je suis derrière eux, vraiment, c'était magique pour moi. Je ne pouvais pas souhaiter mieux. Vous auriez pu en compter un avant, mais vous aviez attendu. Ouais. Il se retenait, il savait que c'était là. C'est en plein ça. Le 21 janvier dernier, après une association d'1 an et demi, tu as été libéré par le Canadien de Montréal. Bob Gainey t'a tout simplement dit de pacter tes affaires, que tu n'avais plus d'affaires dans l'entourage de l'équipe. Est-ce que tu l'avais vu venir? Bien, c'est sûr que non, puis c'est toujours décevant. Mais tu regardes ce qui se passe en Haïti, puis je peux pas me plaindre. Eux autres, ils ont des vraies raisons de se sentir abattre. C'est sûr, c'est décevant, mais quand même, c'est comme n'importe qui se fait congédier. Tu te trousses les manches, puis tu trouves d'autres travail l'année prochaine. C'est ça que je vais faire. Je vais rester positif. J'ai toujours été une personne positive. Puis ça fait quand même 12 ans que je suis en Ligue nationale. Je me compte super privilégié. Quand tu es un enfant, tu as moins d'1% de chance de te rendre là. Alors vraiment, je ne me battrai pas sur mon sort. Je suis désolé que ça n'allait pas marcher, mais ça va marcher ailleurs. Tu te vois déjà dans la Ligue nationale l'année prochaine? Aucun doute. Bob Gainey et Jacques Martin ont eu des paroles assez dures à ton endroit. Gainey a dit que tu ne produisais pas suffisamment, que tu étais une distraction pour l'équipe. Et selon Jacques Martin, les chances de l'équipe de gagner sont meilleures sans toi. C'est un méchant désaveu, ça? Jacques a dit aussi que lui, il trouvait qu'il n'y avait pas besoin d'hommes forts, puis qu'il pense qu'une équipe n'a pas de besoin. Il l'a dit dans ses propos, puis il dit qu'il va être comme Détroit. Donc, je peux comprendre pourquoi ça ne marchait pas dans leur plan. Puis je respecte leur position totalement. Le hockey, c'est un sport avant tout. Fait que je peux pas le prendre du côté personnel, puis le prendre comme quoi que ça m'attaque à ma personne. Ce que je fais sur la patinoire, ça ne me définit pas comme personne. Tant que je suis une bonne personne dans la société, j'aide le monde, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Se faire congédier quoi que ce soit, c'est des choses qui vont arriver dans le sport, mais il y a beaucoup d'autres choses dans la vie que le hockey. Au moment de ton embauche, plusieurs analystes ont été étonnés que le Canadien t'accorde un contrat de 3 ans, 4,5 millions avec une clause de non-échange. Selon Ronald King de la presse, Gainey s'est complètement fourvoyé dans ton cas. Il se serait fait passer un produit endommagé. Georges, es-tu un produit endommagé? Bien, premièrement, là, je vais prendre sa défense. Quand Gainey voulait m'embaucher quand j'étais agent libre, j'avais 2 équipes qui voulaient mon service, qui me donnaient le même contrat, même plus. En fait, tu as vraiment... bien négocié. Oui, mais c'est pas vraiment négocié. C'est comme le salaire d'un homme fort. Tous les hommes forts dans la Ligue font tout 1 million au moins. La façon que tu te différencies, c'est les points, les contributions que les hommes forts y font. Puis quand je suis arrivé avec le Canadien, bien entendu, des blessures, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu étais blessé au dos la première année. Quand je suis arrivé à Montréal, il faut que tu passes des tests physiques puis médicaux. J'ai passé les tests, j'avais absolument rien. Mais quand tu es un batailleur, ça fait 12 ans que tu fais ce travail-là. J'ai développé 2 hernies discales. C'est quelque chose qu'il n'y a personne qui pouvait prédire, que tu fais savoir. Fait que vraiment, le monde peut dire ce qu'ils veulent, mais je suis arrivé ici en santé. Mais j'ai eu des blessures, puis c'est des choses qui arrivent des fois dans une carrière, puis c'est juste que le timing, il était vraiment pas bon. En tout, dans l'uniforme du Canadien, tu as jeté les gants à 13 reprises. Est-ce que c'est vrai la rumeur que tu voulais plus te battre? Si je voudrais plus me battre, je le ferais pas. Parce que vraiment, c'est dangereux se battre si ça ne tente pas, parce que la personne contre qui tu te bats, elle veut vraiment te faire mal. Donc, on peut se faire mal, c'est ça, Ouais. dangereux. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'avec ma carrure que j'ai, est-ce que toi, tu voudrais te battre avec moi? Absolument. Ça fait que depuis que vous êtes arrivé que j'y pense, d'ailleurs. J'ai dit qu'ils disent rien de croche, je traverse l'autre bord. Fait que l'affaire aussi, c'est que maintenant, avec les lois, maintenant que c'est rendu aujourd'hui, pour protéger les joueurs, pour pas les blessures, tu peux pas sauter sur quelqu'un si le gars il est pas engageant. Le monde, ils reviennent toujours dans le passé Ah ouais. puis dire, dans le temps, tu pouvais sauter sur quelqu'un, pourquoi il fait pas ça ou quoi que ce soit? Mais si je ferais ça, je serais suspendu. Puis d'un côté, moi, je suis pas un animal, je cherche pas à blesser personne. Quand que je me bats, même après le combat, je demande au gars s'il est correct. Puis Vous faites vraiment... vraiment ça, là. Vous arrivez, vous vous battez, par exemple, ça va-tu, t'es-tu Ben, correct? Moi, je suis comme ça. Ah, ouais? Mais c'est peut-être pas tout le monde qui est comme ça, mais moi, vraiment, au bout de tout, le monde, ils ont des familles, Ils gagnent leur vie. Ouais, ils gagnent leur vie, puis c'est juste un travail. Mais c'est pas, en bout de ligne, frapper quelqu'un sur la tête. Pourquoi souhaiter à ce que la personne soit blessée ou quoi que ce soit après?
Récemment, l'affaire Patrice Cormier, ce joueur des Huskies de Rouyn-Noranda qui a asséné un coup de pied sauvage à la tête du défenseur Michael Tam des Remparts de Québec, a remis à l'avant-scène les problèmes de la violence au hockey. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire-là? C'est super déplorable, surtout au hockey junior. Ça, c'est des jeunes qui ne sont pas encore professionnels. C'est des jeunes que vraiment que leur santé, c'est encore plus important parce que souvent, eux autres, il faut qu'ils prennent d'autres parchemins comme à l'école ou quoi que ce soit. Je pense que la Ligue a quand même bien puni le fait que de ce qui est arrivé, c'est désolant. Puis, tu sais, c'est quelque chose que tu n'espères jamais voir. Est-ce que l'ère des hommes forts est terminée dans la Ligue nationale? Pas encore. Quand toutes les équipes de la Ligue nationale, à part peut-être une, deux équipes, ils ont tout un homme fort. Quand la majorité des équipes en auront plus, là, je serais prêt à l'admettre que ça commence à être terminé. Mais la popularité puis l'impact que ça a quand tu as un homme fort dans ton équipe, c'est incroyable. Est-ce qu'il y en a un qui vous fait peur parmi ces hommes forts-là? Non, j'ai pas peur de Aucun? personne. Non, Pas peur de personne? non, pas du tout. Même pas Bob Gainey? J'aimerais ça qu'il soit un homme fort. Georges, le 8 janvier dernier a eu lieu le lancement de la version française du documentaire Terrien, dont tu assures la narration en français. Ce film dénonce le traitement réservé aux animaux, notamment dans l'industrie de l'agriculture, de l'alimentation, du divertissement et la pharmaceutique. On va en regarder un extrait. Âme sensible, priant de s'abstenir. Manon. On procède à l'ablation de la queue en raison du manque d'espace et des conditions de vie stressantes et pour empêcher les porcs de se l'arracher les uns les autres avec leurs dents. On pratique cette technique sans anesthésie. Le taillage des oreilles utilise une méthode semblable qui, elle aussi, se fait sans anesthésie. Ah! Ils ont ajouté des sons au montage, non? Non, c'est réel. C'est insultant, mais c'est pas les pires images, là. Pendant plus d'une heure et demie, le film nous montre des images tournées à l'aide de caméras cachées d'animaux en train de se faire torturer, battre, égorger, électrocuter, éviscérer. Non seulement tu as tenu à assurer la narration française du film, mais tu t'es aussi engagé à le présenter une fois par mois à tes frais. Es-tu devenu la Brigitte Bardot du Québec? Je dirais pas ça, mais je pense juste que, en tant que personne, pour le droit des animaux, je pense que c'est super important qu'il y ait du monde qui les défende. Puis l'industrie de la viande, vraiment, c'est une industrie que beaucoup de monde ne savent pas. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas éduqués là-dessus. Puis je pense que c'est important à tout le monde de voir ce qui se passe dans cette vidéo-là. Puis quand je l'ai vu, la vidéo, du jour au lendemain, je décide de devenir végétalien. Puis je pense que... Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, quand j'ai vu la vidéo. Là, ça, végétalien, du jour au rien lendemain. qui vient d'animal. Quand je l'ai vu, j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter de supporter toutes ces industries-là qu'on voit. Puis je pense que toute personne qui mange de la viande, à place de dire « Ah, je voudrais pas voir une vidéo parce que j'arrêterais », on le doit aux animaux de regarder ce documentaire-là parce que si tu veux manger de la viande, puis au moins, regarde la vidéo, puis si tu es capable de le faire, au moins, je vais plus te respecter parce qu'au moins, tu sais qu'il y a une industrie que tu contribues. Mais qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Est-ce que c'est le fait de tuer l'animal ou la façon dont l'animal est tué? Il y a beaucoup de choses qui me dérangent là-dessus. Bien entendu, la façon qu'on tue les animaux ils souffrent beaucoup. Ceux qui pensent que les animaux ne souffrent pas, tu peux le voir dans la vidéo, tu peux aller dans n'importe quel abattage. C'est sûr que c'est pas public, ils veulent que tu le vois, mais les animaux, ils souffrent, ils ont des sentiments, ils ont une âme, puis quand tu fais ça, mais ils souffrent, puis souvent, ils se font découper quand ils sont encore en vie. Puis l'autre affaire aussi qui me dérange, c'est l'environnement. On est en train de détruire notre environnement avec l'industrie de la viande. Si tu regardes l'industrie de la viande combinée tout ensemble, c'est pire que l'émission de toutes les voitures sur la planète avec les avions, avec tout ce qui se passe. Puis dans les eaux, ce qu'on fait à cause de ça, c'est vraiment ridicule. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé de viande? Et là, ça fait 10 mois. Ça va bien? Oui, ça va super bien. J'ai jamais été aussi en santé de ma vie. J'avais des problèmes de pression. Je prenais des pilules là-dessus. Puis le monde qui connaît ça, c'est très néfaste pour le corps des pilules pour les problèmes de pression. J'en ai plus à cause de ça. J'avais des problèmes NAS. Ça m'a guéri. Mais vraiment, à tout le monde, je le recommande parce que vraiment, quand tu deviens végétarien, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour la santé, puis c'est surtout bon pour l'environnement. Le documentaire dont on a remis en question l'objectivité a été qualifié de propagandiste, manipulateur, sensationnaliste, démagogique. Qu'est-ce que tu réponds aux détracteurs de ce film-là? Premièrement, le monde qui pense que c'est manipulateur, mais c'est des images réelles. Le monde qui nous a montré ces images-là, c'est du monde qui ont travaillé dans des usines pendant 1 an avec des caméras cachées. Tout ce qu'on voit, c'est vrai, puis c'est ce qui se passe dans les industries aujourd'hui, ici, au Québec. Puis vraiment, mais le monde qui voit ces images-là, il faut qu'il sache à quoi il contribue. Puis c'est en voyant ça que le monde va faire une différence. Entrevue, Georges Batailleur. Je suis celui qui frappe dans la vie
Georges, dans ta vie, quel est le combat le plus difficile que tu as eu à livrer? Me rendre en Ligue nationale. Parce qu'il y a eu beaucoup de racisme quand j'étais jeune. J'ai toujours été le seul noir dans chaque équipe dans laquelle j'ai joué. Puis ça a été super, super dur. J'ai jamais eu d'encouragement de personne d'autre à part ma famille. Puis me rendre là, c'était un accomplissement incroyable parce que la première chose que j'ai fait quand j'ai passé en Ligue nationale, j'ai remercié tous mes détracteurs parce que c'est la meilleure façon pour moi de les faire taire. Motivé. En politique, tu te battrais pour quelle cause ou pour quel parti? Ben, je me battrais pour le Parti vert, bien entendu, pour l'environnement. Si on continue à maltraiter notre environnement comme ça, la nature va se venger. La nature équilibre toujours les choses. Puis je pense que c'est super important pour le monde d'en être conscient puis de commencer à faire des choses. La bataille contre la violence au hockey, est-ce que c'est une bataille perdue d'avance? Non, non, je pense pas. Je pense que plus en plus que tu infliges des sanctions plus sévères, le monde... si le monde ne veut pas respecter le monde, mais ils n'auront pas le choix quand le monde sont suspendus ou quand ça leur coûte de l'argent. Fait que je pense qu'il faut juste être de plus en plus sévère avec les sanctions pour forcer le monde à respecter les autres mondes pour que, justement, la violence, ça soit plus présent. Te battrais-tu pour le retour des Nordiques? Ça serait le fun, sérieusement. Je pense que, surtout à Québec, le support que tu vois là-bas du hockey, j'adorerais que la Ligue nationale amène une équipe là-bas. Oui. Un éleveur de porc t'invite à te battre. Tu fais quoi? J'y vais définitivement, j'y vais. Je suis certain qu'il y a des éleveurs de porc qui sont très gentils. Oui, mais... Tous des monstres, comme dans le document. Non, mais le résultat, qu'est-ce qui arrive au port? Est-ce qu'il caresse? J'ose espérer qu'il y a des façons de faire qui sont moins Non, mais cruelles. toi, tu viens d'avoir un chien. Hein? Oui. Oui. Est-ce que tu savais que les porcs sont aussi intelligents ou même plus intelligents que les chiens? Non, mais tu savais de ça? Oui? Non, mais je me vois pas dormir en cuillère avec un porc. Non. Tu dors encore avec ton chien? Avec son petit canis. Ça montre quand même ce qu'on fait au porc. On ne ferait pas ça au chien, n'est-ce pas? Puis le porc est aussi intelligent. Quand tu tues un porc, c'est un acte troublant. C'est un acte troublant de tuer un animal. Il y a combien de monde qui serait capable de manger de la viande s'il fallait qu'il tue eux-mêmes? S'il fallait que tu tues ce que tu manges, le monde ne le ferait pas. Jambon, Hein? là. Ah, arrête donc, toi. Pour quel coach te battrais-tu le plus, Guy Carbonneau ou Jacques Martin? Prochaine question. Georges, est-ce que tu restes avec nous ou veux-tu te battre en retraite? Oh, ça me fait plaisir, je reste J'ai avec une vous, petite carte comme pour tu vous. veux. Oh! OK. Grâce à vous, j'ai enfin compris une décision de Bob Gainey. Un gars qui s'implique pour le pays de ses ancêtres, qui milite pour la protection des animaux et qui préfère manger une volée plutôt qu'un steak, mérite sans contredit d'être remercié. Remercier! Remercier! Merci, Georges. Tout de suite après la pause, Rachel Norbrun et Patrick Sauvé. Comment ça se passe lorsqu'on est enceinte, allongé parmi les déchets, sans toit, sans couverture, sans électricité, sans moyen de communication? Ben, pour moi, c'était fini. J'avais plus de rêve, plus d'avenir, plus de pays.
Ayant perdu la trace de sa fiancée, il a sauté dans le premier avion pour partir à sa recherche dans les rues de Port-au-Prince. Les voici maintenant réunis, Patrick Sauvé et Rachel Norbrun. Bienvenue, vous deux, à Tout le monde en parle. Merci. Merci. Juste pour vous mettre dans le contexte, Rachel, c'est sa première visite au Québec et il y a quelques jours, elle était dans les décombres à Elle Port-au-Prince. est à la télévision, puis elle est nerveuse. Ah oui. Vous êtes un couple nouvellement fiancé. Patrick, vous habitez Montréal. Rachel, vous habitiez Port-au-Prince. Rachel, vous attendez un enfant. Et Patrick, vous aviez déjà entamé depuis quelque temps des démarches d'immigration pour Rachel et son fils de 7 ans. Tout d'abord, comment vous êtes-vous rencontrés? Ça va faire 2 ans au mois d'avril. J'ai un bon ami montréalais qui est aussi haïtien, qui s'appelle Widler. Et puis, il a fini par me convaincre d'aller faire un tour dans sa maison à Port-au-Prince. Puis un jour, il y avait du monde dans le jardin comme ça. Puis il y avait Rachel. Puis, Puis vous l'avez remarqué? puis je l'ai remarqué. Avec raison. Puis j'essayais de faire ce qu'on fait toujours au Québec, eye contact. Oui. Puis elle m'ignorait systématiquement. Ça a fini par débloquer. Puis c'est ça. Donc depuis ce temps-là, on s'est revus à plusieurs reprises. Je suis allé la visiter. Et vous vous êtes fiancés? Et on s'est fiancés à Cuba quand on a passé tout le mois de décembre ensemble à Cuba. Le mois de décembre qui vient juste de passer. Rachel, vous étiez à Pétionville, un quartier de Port-au-Prince, au moment du premier séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier. Où est-ce que vous étiez à ce moment-là et comment ça s'est passé? Ben, je venais juste de l'hôpital. J'étais dans ma chambre avec ma mère Pourquoi l'hôpital? pour le bébé. Et ma mère était assise tout près de moi. Il y avait ma soeur juste à côté. On était en train de parler. Ensuite, boum, c'est commencé. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça tremblait. On a fait une boule. Moi, ma mère, mon frère et ma soeur. On voulait se déplacer pour courir, mais on a Impossible. essayé, mais c'était impossible. Votre fils de 7 ans jouait dehors au moment du tremblement de terre. Comment l'avez-vous retrouvé? Mais il m'a raconté qu'il était en train de courir. Il y avait un bloc qui sortait du toit, qui est tombé sur son pied. Il est tombé en plus. Il a enlevé le bloc, ensuite il est reparti. À quoi ressemblait votre quartier après le séisme? Presque tous mes amis sont morts. Il y avait une église effondrée, des maisons effondrées. Il y avait juste un enfant de 2 ans avec sa tête décapitée. On a vu son cerveau. Et pendant que Rachel était à Port-au-Prince, Patrick, vous étiez à Montréal. Est-ce que vous avez pensé que Rachel était morte? Oui. Ah ouais. Puis honnêtement, ça m'avait même pas passé par la tête que c'était possible d'y aller. Tellement ce que je voyais, c'était comme... La ville était anéantie, puis là, je me suis mis à... En même temps que j'avais pas de nouvelles d'elle, puis je me suis mis à considérer l'idée que c'était possible d'y aller. En avion jusqu'en République En avion jusqu'en dominicaine, puis en République, auto ouais. jusqu'à Je Port-au-Prince. connaissais la ronde de lait un peu. Là. Puis ce soir-là, j'ai vu Woodler. Et vous avez dit, on y va. On s'est donné rendez-vous dans son taxi. Je rentre dans son taxi, on se regarde. Je dis, j'ai goût d'y aller. Il dit, on y va. Ça a été ça. J'ai appelé mon autre ami Eric. J'ai dit, tu viens-tu avec nous autres? Il dit, OK. Fait que le soir même, on avait les billets. Toujours Donc, sans savoir si Rachel était toujours sans vivante. savoir si elle était vivante, mais on s'était équipés, on avait une semaine de bouffe, on avait de quoi filtrer notre eau, on était autarciques là, pour pouvoir survivre pendant une semaine parce qu'on savait absolument pas qu'est-ce qu'on trouverait là-bas. Rachel, même si la maison qui abritait les 8 membres de votre famille ne s'est pas effondrée, vous vous êtes, par mesure de précaution, installé sur un terrain vague. Oui. Comment ça se passe lorsqu'on est enceinte, allongé parmi les déchets, sans toit, sans couverture, sans électricité, sans moyen de communication? Ben, pour moi, c'était fini. J'avais plus de rêve, plus d'avenir, plus de pays. Et après 4 jours de tentatives d'appel, vous avez enfin réussi à parler à la sœur de Patrick qui vous a Oui. annoncé qu'il était parti vous chercher. Oui, oui. Est-ce que ça vous a redonné espoir? Ben oui, mais j'ai arrêté de respirer tout d'un coup. Ensuite, j'ai repris d'espoir. Ouais. Mais j'étais en train de penser que mon fils, mon enfant, mon bébé va naître dans un pays
J'ai pensé, il n'y a pas d'hôpital, pas de médecin, ensuite, pas de toit. C'était fini pour moi. Et tout d'un coup, mon sauveur était... Patrick, quand et comment avez-vous su que Rachel était vivante? En arrivant à Punta Cana, on était à l'aéroport avec mes 2 partenaires, puis mon téléphone a sonné. Ben c'était ça, c'était ma sœur qui m'a appelé. Elle l'avait trouvé. Puis elle l'avait trouvé. Une fois sur place, comment vous êtes débrouillé pour retrouver Rachel à Port-au-Prince? Parce que là, il n'y avait plus de référence. Punta Cana, c'était un bout de l'île, puis Port-au-Prince, c'était à l'autre bout de l'île. Là, il a fallu traverser toute l'île en autobus. Fait que dans l'autobus, plus on s'approchait d'Haïti, plus on arrivait à échanger des textos. Je t'aime, je m'en vais. J'ai juste écrit gros bêta, je suis vivante. Gros bêta, je suis vivante. Ça, c'était le meilleur texto que j'ai jamais reçu. Là. Mais il n'est pas très gros, Patrick, mais est-ce qu'il est bêta? Mais est-ce qu'il est bêta quand même? Mais oui. Oui. Les retrouvailles, c'est arrivé où? À l'ambassade. Du Canada. Du Canada. Donc, encore là, par texto, on a réussi à rejoindre un ami de Whittler qui a réussi à aller chercher le pick-up de Whittler chez Whittler, à tasser la voiture qui était devant, à faire un hot wire avec le pick-up parce qu'il n'y avait pas les clés, et à venir nous chercher. Puis il était là, juste à l'heure du rendez-vous. On a tout embarqué dans la boîte du pick-up. On est allé à l'ambassade. On a trouvé Rachel. J'ai ramassé son fils. Puis on a traversé la ville. Est-ce que c'est la première voiture que vous volez dans votre vie? C'est pas moi. Partout, les organismes ils disent qu'ils n'ont aucun moyen d'amener la nourriture puis l'eau au peuple. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Parce que c'est incroyable, parce qu'il y a encore du monde qui meurt de faim et de soif. Bien oui. Mais l'aéroport, il est bondé de nourriture puis d'eau, puis ils disent qu'ils n'ont aucun moyen de venir les amener. Parce que par ce que je contre, comprends pas, c'est que tu étais capable de te rendre à elle, Ouais. mais ils disent qu'ils peuvent pas rendre la nourriture au monde encore. Puis ça, c'est ça que je peux Je comprends pas. Nous, quand on est arrivé, en fait, on était chanceux parce qu'on est arrivé, puis ce que j'ai compris, c'est qu'il était encore sur la fin des provisions qu'il y avait accumulées, là, normales qu'on a dans une ville. Donc, on a pu trouver de l'eau facilement, on a pu trouver à manger facilement. L'essence, c'était plus difficile, tout ça. Pendant 2 jours, on a circulé dans les rues, on a traversé dans l'autre sens la ville. À peine, on voyait des casques bleus. Moi, j'ai vu des casques bleus. On en voyait un peu. Ça, il était déjà là. Mais l'armée américaine, les 14 000 soldats, étaient à l'aéroport. Mon ami Eric a vu à l'aéroport les vivres, a vu les Marines, a vu tout ce qui devrait être distribué dans la ville. Et vous, Rachel, est-ce que vous saviez qu'il y avait tous ces vivres-là à l'aéroport? Oui. Et rien distribué? Non. Je comprends pas. Lors du 2e tremblement de terre, parce qu'il y en a eu un autre quelques jours après, vous étiez ensemble. Ça s'est passé comment? Le 6.1. On était à l'ambassade. 6.1, ouais. Vous étiez à l'ambassade? Moi, j'ai rien senti. En fait, c'est drôle parce que ça, c'était notre première nuit On dehors. ne sent rien au Canada. Non, hein, ça, on est habitué au confort. Vous allez voir Rachel, vous n'allez plus rien sentir. Donc, on était couchés dehors dans le gazon, puis il s'est mis à pleuvoir, puis on s'est abrité en dessous du toit. Puis c'était un toit en béton avec comme 4 colonnes. Puis vers 6 heures du matin, j'entends une panique, le monde se met à crier puis se met à courir dans tous les sens. Moi, j'étais à moitié endormi. Rachel savait que c'était un tremblement de terre, moi, j'ai rien senti. Puis on était en dessous d'une genre de structure là, idéale pour un effondrement. C'est vrai que c'est un gros bêta, Rachel. Oui, c'est vrai. Là, vous êtes revenus tous les 3 au Canada, les 3 étant vous 2 et votre fils, Rachel. Il y a une semaine à bord d'un avion militaire. Et là, Rachel, vous avez laissé vos parents, vos 6 frères et sœurs qui sont toujours à Pétionville, sans toit. Qu'est-ce que vous souhaitez de votre famille qui reste en Haïti ou qui émigre au Canada? Ben, j'aimerais qu'ils viennent au Canada, mais pour ça, il faut que je travaille beaucoup. Mais ça va prendre beaucoup de temps, je crois. Et aujourd'hui, vous avez vu votre première tempête de neige? Oh, ça c'est... C'est votre premier contact avec l'hiver de votre vie, là. Je crois pas que je vais supporter. Patrick, vous avez votre diplôme d'ingénieur. Vous êtes inspecteur en bâtiment depuis plusieurs années. Quel hasard. Vous connaissez bien Port-au-Prince. Vous y avez été 4 fois. Quel est votre avis professionnel sur la façon de reconstruire? J'ai entendu du monde qui disait qu'il faut déménager la ville. Ça me semble complètement absurde. Là. Il y a peut-être le secteur administratif. Ça, il y a eu vraiment beaucoup d'effondrements. Mais, je veux dire, la ville, c'est plus que le secteur administratif. Il y a un paquet de quartiers autour.
Puis dans Carrefour, où est-ce que j'étais, bon, c'est peut-être un immeuble sur 10 là, qui s'est effondré. Les rues sont encore là, les gens veulent rester là de toute façon. Donc, reconstruction, je pense que ça va être une maison à la fois, là. Georges, est-ce que tu es encore motivé à y aller? Oui, définitivement. Sérieux, c'est super inspirant, votre histoire. Puis pour moi, le mois prochain, avec Vision Mondiale, je suis motivé à y aller. Puis je pensais que c'était pire que c'était, mais comme tu me dis, vous êtes passé de bord en bord la ville en scooter, fait que il n'y a aucun problème. Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte d'y aller. Puis, Il y a même John Travolta là, qui a atterri à l'aéroport en donnant des boîtes et des potions de scientologie. La question des recherchistes filles. Allez-vous vous marier? Oui, je suis très envie, mais il fallait qu'il me demande de mariage. Ah, Gros Bêta l'a pas fait? Non, non. Ah, Gros Bêta, vous avez de la pression, là. Ouais, là, c'est chaud, là. Ouais. Juste pour pratiquer, le Patrick, peux-tu la demander en mariage en créole? C'est pas pour vrai, là. Mise en scène, la main. Je peux pas me mettre à genoux parce que c'est trop haut, mais... Rachel, est-ce que vous voulez marier avec? pas pire, pas pire. Oui, Gros Bêta. Merci à vous deux. Enfin, une des rares histoires heureuses depuis ce séisme en Haïti. Soyez heureux tous les deux, tous les trois, tous les quatre bientôt. Bienvenue au Québec. Et je sais que vous devez nous quitter. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous deux. Tout de suite après la pause, Claude Legault et Pod. Là, ton personnage torture et tue l'assassin de sa fille. Qu'est-ce que Claude Legault aurait fait à sa place? Mon Dieu. J'ai parlé avec beaucoup de parents avant de faire le film. Puis la réponse est presque systématique. Presque tous les parents, hommes, femmes confondus, m'ont dit qu'ils tueraient probablement l'individu qui ferait ça à leur enfant.
acteur, l'autre est réalisateur. Tous les deux sont très en demande au cinéma et à la télévision. Vous les redemandez, les revoici, les inséparables, Claude Legault et Pods. On s'est vite connus comme ça, les copains. On s'est tout de suite plus les copains. On a parlé jusqu'à 6 heures du matin. À propos de nous, de tout et de rien. Bienvenue à Tout le monde en parle. Vous êtes ici ce soir pour nous présenter Les 7 jours du Talion, un film adapté du livre de Patrick Sénécal. Pods, t'as réalisé Minuit le soir, CA, Les Bougons, Au nom de la loi et 3 fois rien pour la télé. Les 7 jours du Talion, c'est ton premier long-métrage. Claude, tu incarnes dans ce film un médecin qui voit sa vie basculer le jour où sa fille de 9 ans est violée et assassinée. Ton personnage sombre alors dans un délire de vengeance et décide de torturer le meurtrier pendant 7 jours. Manon. On pense avoir trouvé l'assassin de votre fille. Je te jure, c'est pas moi. Personne n'approuve ce que tu fais. Une fois pour Jasmine, je dois ça. C'est heavy, hein? Bien des parents ont sans doute déjà pensé qu'ils tueraient l'assassin de leur enfant s'ils pouvaient. Dans le film, le personnage est confronté aux conséquences de sa vengeance. Est-ce que vous pensez que la vengeance peut avoir un véritable pouvoir libérateur? Non. Moi, je pense pas. Si tu vas dans les actes violents comme ça peut pas ne pas t'affecter. Tu sais. Moi, je pense que c'est de perdre ton humanité. Œil pour œil, c'est de perdre ton humanité. Il faut dire que Patrick Sénécal, c'est un méchant tordu, ça. Hein? Ben, dans ses Non, livres... je sais, dans ses livres, c'est quelque chose. Mais Dans la vie, il est assez rigolo. Dans la vie, il est rigolo. Sur le seuil, c'est lui. Rue des Ormes aussi. Rue des Hommes. Vaut mieux un gars de même qui l'écrit qu'il le fait. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme la même façon. Moi, je suis assez easy-going aussi. Je le mets dans ce que je tourne, tu sais. Puis j'aime ça, les sujets comme ça. Oui, mais en même temps, il paraît que quand tu étais petit, tu organisais des visites épeurantes dans ton sous-sol, que tu dessinais des BD violentes avec du sang partout. Est-ce que ceci explique cela? Ah ouais, c'est d'abord... ouais, je faisais ça. Ouais. J'avais écrit une histoire un moment donné avec une écureuil. Je ne compterai pas les détails. Hein, mon Dieu. Parle pas de ça devant Devant Georges. Georges, tu ne racontes pas d'histoire avec des animaux. C'est l'histoire, genre, l'histoire. Puis, ouais, mon père voulait me faire voir un psychiatre, là, puis tout ça. Fait que... Finalement, t'es devenu artiste. Ouais, c'est ça. J'ai dit non, je suis un artiste. Ouais, fait que ça l'a calmé. C'est dur à compter, hein? Ben attends, j'en ai une pour toi, Claude. Ah? Toi, ton personnage torture et tue l'assassin de sa fille. Qu'est-ce que Claude Legault aurait fait à sa place? Mon Dieu. J'ai parlé avec beaucoup de parents avant de faire le film. Puis la réponse est presque systématique. Presque tous les parents, hommes, femmes confondus, m'ont dit qu'ils tueraient probablement l'individu qui ferait ça à leur enfant. C'est sûr que ce que j'aime du film, puis pourquoi j'ai accepté aussi de le faire, c'est que ça pose la question autrement. T'sais, je veux dire, man to man, rendu là, tu le fais-tu? Es-tu capable de faire ça? Puis est-ce que ça te soulage? Moi, ce que j'aimais du film, c'est qu'il pense pouvoir enlever sa douleur à travers tout ça, en torturant cet individu-là. Il fait pas juste le tuer, il le martyrise. Il le martyrise, mais il s'enfonce de plus en plus, puis il se rend compte que ça marche. C'est un médecin, ce gars-là. C'est un gars qui sauve des vies, qui soulage le mal, habituellement. Puis là, il le fait. Là, il devient aussi monstrueux que celui qui est en train de torturer. Il s'en sort pas. C'est ce que j'aime du film, c'est que c'est un humain qui est vraiment en train de se noyer, qu'on voit dans le film. Il est vraiment en train de se noyer parce que la violence ne le soulage pas. C'est sûr que quelque chose comme ça qui arrive, tu sais pas comment tu vas réagir. Puis si c'est ta fille, puis une fille qui se fait violer, sur le coup, si je serais là sur le coup, probablement que je tuerais la personne aussi. C'est ça. Mais tu quand prendrais la pas 7 jours pour le faire. Non, c'est sûr que non. Mais tu sais, tu penses pas à ce que tu fais dans ce temps-là. Je peux pas m'imaginer la douleur que ça peut faire à quelqu'un. Samedi dernier, un sondage surprenant, Angus Reid nous apprenait que 62 des Canadiens et 69 des Québécois souhaitaient le rétablissement de la peine de mort pour punir les meurtriers. Est-ce que ça vous étonne? Comment vous réagissez à ça? Ça a toujours été dans l'air, tu sais. Je pense que il y a deux façons de voir le monde. Il y a Sade puis il y a Rousseau, tu sais.
Rousseau dit que l'homme est foncièrement bon, puis c'est la société qui le corrompt, puis Sade, c'est le contraire. Je pense pas qu'on puisse résoudre la chose en tuant du monde. Puis après ça, moi, je suis, par contre, pour certaines peines qui sont pas ridicules. Tu sais, le fameux, on donne 16 ans, finalement, ça veut dire 3 ans. 3 ans, oui. C'est du niaisage, puis les gens le savent. Ça crée une frustration dans le public, ça crée une frustration chez les gens dans la société. Tu dis, est-ce qu'il y en a une justice pour vrai? Si le gars, il mérite 10 ans, niaisez pas, donnez-y 10 ans. Donnez-y pas 2 ans, puis une tasse à les fesses, puis va à la maison. Ça choque le public. Il faut juste bien travailler en aval, puis travailler en amont pour que les choses se fassent, mais c'est pas fait présentement. Claude, dans la foulée des activités soulignant le centenaire du Canadien, on t'a vu avant les fêtes dans le film Pour toujours les Canadiens. Tu étais Bordelot, un entraîneur d'une équipe de hockey junior. Et connaissant ta passion pour le hockey et le Canadien, c'est sans doute avec enthousiasme que tu as accepté de jouer dans ce film-là. On va regarder un extrait maintenant. On a gagné quand même. 2 buts sans aide, ça se prend. On n'en fait pas une habitude. Hey, William! C'est à toi que je parle. Pas un one-man show, c'est. Tu joues en équipe ou tu joues pas pantoute. C'est clair, ça? Gagner des games demain, je vais m'autant y perdre, moi. OK, on va s'en reprendre la prochaine. Demain matin, 9h, entraînement. C'est bon, ça? Le film a été mal reçu par les critiques. Certains parlaient de publi-reportage, d'autres de films cucu à la Walt Disney. T'en penses quoi, toi, du film? Moi, je pense que c'est un bon divertissement par rapport à ce que c'est. Faut aimer le hockey pour aller voir ça. C'est sûr que si quelqu'un qui aime pas le hockey va voir un film de même. Mais est-ce que c'est un film de premier trio? Non. Mais c'est pas un film de quatrième trio non plus. Je pense que c'est pas un grand film, mais ça a été exagéré, je trouve. Par moments, je trouve que la critique était peut-être un peu raide par rapport à ce film-là. Elle était peut-être en fonction de la mise en marché aussi. Peut-être aussi. Les Moi, je attentes pense aussi étaient- qu'il y a eu peut-être un écœurement par rapport au 100e du Canadien. À un moment donné, on était tanné d'en entendre parler. Il y a peut-être ça aussi qui rentre en ligne de compte. Toi, Georges, est-ce que tu l'as vu, le film? Non, je l'ai pas vu. Genre! Non, mais quand tu fais ça pour vivre à tous les jours, je regarde même pas le hockey à la télé, alors, à part nos games maintenant, là, OK. mais je regarde pas ça. T'as le droit. Moi, je regarde le hockey. Ah oui, c'est un maniaque de hockey. Un vrai. Claude, la question des amateurs de sport? Toi, Claude, tu penses quoi de la décision de Bob Gainey d'avoir libéré Georges Laraque à ce moment-ci de la saison, le grand? Je sais pas, mais t'avouer que je comprends pas ce qui se passe dans cette équipe-là depuis 2 ans. Fait que qu'il a libéré Georges, ils savent pas se brancher sur quel goaler, il n'y a pas de capitaine. On claire un coach, ça a l'air de revenir à peu près comme c'était avant. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette équipe-là l'année Georges, passée. qu'est-ce qui s'est passé? Fait que je sais pas. Je suis même pas sûr qu'il sait. Je suis encore un membre de l'équipe, je peux pas dire grand-chose. J'aimerais ça t'en dire pas mal, mais T'as le pas CH de suite. tatoué sur ton chèque. Tu ris, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais Claude, t'as dit cet été en entrevue qu'Harry Price, ça devait être un petit lettre dans sa paroisse, puis là, il devient riche et célèbre tout d'un coup. Il a perdu les pédales, il a 21 ans, faut que tu l'encadres, que tu lui dises Il rit, wow, lui. wow, le gros, tu joues demain, les shooters, lâche ça, une fille par soir, pas 4. Claude, est-ce qu'on devrait lui imposer un couvre-feu à minuit le soir? Tu devrais t'appliquer ce que tu dis, Claude. Il y a quelqu'un qui a du fun ici. Mais non, je le pensais, ce que j'ai dit. Je veux dire, c'est vrai que c'est un kid. Probablement que lui, il est peut-être moins solide entre les 2 oreilles qu'une coupe d'autres. Fait qu'il est parti en fou. Puis moi, c'est mon analyse à moi. Moi, quand je le vois gauler, j'ai l'impression que ce gars-là, il est pas tout le temps là. J'aime mieux l'autre. J'ai mon choix. Il est dans une position délicate, monsieur, ici. Mais il a tellement le goût de Je parler. me tourne c'est les traces, je me tourne les traces. Il s'est fait 3 dreads pendant l'entrevue. Mais Georges, toutes ces histoires de drogue, de sexe, de rock'n'roll dans le hockey, est-ce que c'est pire ou moins pire que ce qu'on entend dire? Maintenant, ça a beaucoup changé. Ça, c'était plus dans le temps. Aujourd'hui, maintenant, les médias,
ils voyagent avec les joueurs dans le même avion, ils restent dans le même hôtel que nous autres. Maintenant, c'est plus checké. Ton C'est couvre-feu, plate, hein? tu le vois. Non, maintenant, c'est sérieux maintenant. Les joueurs, maintenant, on se fait tester. Ça prend pas C'est un plus coup, sérieux. c'est pas... Non, tout est vérifié maintenant. Hey, non, mais je veux dire, la veille des matchs, puis tu sais, sur la route, puis ça, c'est vraiment vérifié. Mais toi, étais-tu un joueur sur le party ou t'étais assez calme? Pas du tout. Je sors très rarement, je bois pas, je suis super discipliné. Tu sais, aussi, je suis plus vieux aussi, là, puis je sais qu'à Montréal, tout le monde regarde ce que tu fais. Si c'est une religion, là, il faut vraiment que tu fasses attention. Quand tu viens ici, il faut vraiment que tu sois concentré, parce que si tu fais des conneries, le monde va le savoir, puis l'équipe se renseigne à tous les jours ce qui se passe en dehors de la patinoire. Mais quand même, l'équipe est forte aussi pour enterrer les choses. L'année passée, il y avait une rumeur hallucinante. Tout le monde disait, attendez, demain, il va sortir la plus grosse affaire. Puis finalement, le chat a accouché d'une souris. Oui, mais c'était exagéré. Le monde parlait de Les police. colonnes quoi que du ce temps soit. parlaient de ça, Les choses oui. que tu as entendues, si c'était vrai, il y a du monde qui aurait été arrêté, c'est sûr à 100 Il y a des choses qui ne s'enterrent pas. Aujourd'hui, que ce soit joueur hockey ou quoi que ce soit, les choses que j'ai entendues, c'est ridicule. Les joueurs sont en prison si ça serait vraiment arrivé. Fait que c'était pas vrai. Claude, on t'a vu à ce jour dans une vingtaine de téléséries, une dizaine de films. En plus des séjours du Talion, tu seras cette année de la distribution de 4 films. Voici un extrait de CA la semaine dernière. Manon. Ah, c'est là, ça? Ça te tente-tu d'aller au cinéma cet après-midi? Il y a un nouveau film québécois avec... Ah, Claude Legault puis Guillaume Lemaitre-Vierge? C'est ça? T'en as entendu parler? Non, je prenais une chance. C'est sûr qu'il a tourné ça? Non, c'est T'as Nicolas. pas tourné, OK. Mais je reconnais Morissette. C'est très bon. Trouves-tu qu'on te voit trop à la télé et au cinéma? Moi, je me vois pas, je me regarde pas, fait que... Toi, t'es comme Georges. Ouais, je me regarde après ça en rafale. Mais c'est difficile de dire que je suis trop là. C'est comme de dire à un menuisier, arrête de faire des meubles, tu en as trop fait, tu sais. Ah, mais je vais gagner ma vie quand même. C'est ça, Je fais pas de TV, je fais des films. Je fais pas de films, je fais du théâtre. Sinon, j'arrête ça, je sais rien faire d'autre. Qu'est-ce que je fais? Tu pourrais coacher des pee-wee, t'avais l'air très bon. Là-dessus, ouais. Ça durerait pas longtemps. Pods, t'es né sous le nom de Daniel Groux, mais on te surnomme Pods depuis que t'as l'âge de 15 ans. D'où vient ce surnom? Quand j'ai eu 20 ans, à peu près, c'est Éric Canuel qui m'a donné ça. Parce que je disais toujours Daniel Groux, pas d'Élix. Parce que mon nom s'appelle G-R-O-U, il n'y a pas d'Élix. Fait que c'est Daniel Groux, pas d'Élix. Puis là, un moment donné, tout le monde m'appelait pas d'Élix. Puis là, Pods. OK. Ça a été réduit. Voilà, The Secret is out. Là, faut tout faire que je vous dessus. Parce que... Je pensais que t'existais pas. Moi, je voyais toujours ça, Pods. Je suis contente de mettre un visage sur ton nom. C'est ça. C'est lui, Pods, finalement. C'est moi. C'est pas une entité. C'est ça. C'est lui qui a fait la moitié des séries depuis 10 ans au Québec. Ouais, oui, ils doivent être allés me voir aussi. On va te menuisier, c'est toi, ça. les deux. on va aller faire des meubles. Est-ce que vous restez avec nous? Ben oui. Ben oui. Merci beaucoup. Claude Legault, Pods. Tout de suite après la pause. Louis Casino. Et j'ai jamais compris qu'un collègue de la presse fasse ça à un autre collègue. Qui était Serge Chaput. J'en avais pas entendu parler, ça a été fait nuitamment. Je me suis posé beaucoup de questions là-dessus, ça m'a fait bien de la peine.
absence médiatique de plus d'1 an, ma prochaine invitée est de retour et en pleine forme. Voici la chroniqueuse télé la plus redoutée du Québec, Louise Cousineau. Madame Cousineau, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Êtes-vous contente d'être ici? Écoute, puis c'est un grand soir pour moi. Ils sont tous beaux ce soir, y compris vous. Ainsi que Danny aussi. Tout le monde est beau. Tout le monde Je est dis bon. tout le monde, pourquoi tu insistes pour rire de moi? Le 4 janvier dernier, vous avez remis votre chapeau de chroniqueuse télé à l'émission de radio de Paul Arcand. On ne vous avait pas entendu à la radio ni lu dans la presse depuis plus d'1 an, au point où certains vous croyaient morte. Étiez-vous morte? Quasiment. Ils ont tout fait me tuer. Ils n'ont pas été capables. Qu'est-ce que vous aviez? Je me suis fait changer plusieurs... une hanche, un genou. Un gros job de body, là. Un gros job de body. 2 genoux bioniques et une hanche. OK. On est loin du pied mariton, là. Vous avez tout, là. J'ai pas compris l'avion, mais m'a dit... Ça va déclencher, hein? À part des buzzers, je pense que les lumières vont flasher. Parce que... Madame Cousineau, votre dernier texte a été publié en 2008 dans la presse et vous êtes disparue de ce quotidien du jour au lendemain dans des circonstances qui sont restées nébuleuses. Êtes-vous partie ou est-ce qu'on vous a sacré dehors? D'abord, j'étais pas bien. J'avais bien de la misère à marcher. Là, j'avais pas eu ma hanche encore, puis j'avais pas eu mon genou. Mettons que la vie n'était pas facile. Et puis un soir, je suis rentré au bureau, puis là, on m'a dit... peut-être ce serait le temps de prendre votre retraite. Je n'ai pas aimé ça. Le lendemain soir, j'ai tombé chez nous. Je me suis cassé 8 côtes, 6 côtes, non. Et là, j'étais en pénitence. Je n'avais qu'un article à écrire par semaine. Et puis là, j'ai bien haï ça, ce bout-là, là, parce que... Oui, vous n'aimez pas ça qu'on vous contraigne. Non, non. Et puis, j'aimais pas ça. Mais là, il est arrivé que, avec ma nouvelle hanche, qui a été une pinotte, et après ça, mon genou, il est arrivé une affaire qui ne m'était pas arrivée depuis plus que 5 ans. J'avais plus mal nulle part. Là, j'ai dit, hey, un instant, est-ce que maintenant que je vais mieux, je vais aller me faire chier à travailler? Là? Non, la question se pose. Alors, c'était ça. De ce temps-ci, Mme Cousineau, on parle pas mal d'éthique et de journalisme. Ça discute pas mal cette semaine, par exemple, de la façon dont le Journal de Montréal a couvert la série Montréal-Québec, qui sont 2 produits québécois. On parle de public-reportage plutôt que de journalisme. Vous en pensez quoi? Ça, c'est l'enfer que j'ai pas connu au début de ma carrière. Il n'y en avait pas de chicane, de clocher, puis de tiraillage. On était capable de blaster TVA, on était capable de blaster Radio-Canada. On se faisait pas accuser d'être un bord de l'eau, gna. Là, aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Aujourd'hui, tu es considéré souvent par un des empires comme l'ennemi. Moi, j'en sais quelque chose, j'ai vu ça se dégrader devant moi. Et c'est dur à travailler pour un journaliste? C'est très dur de voir tous nos collègues se méfier. Moi, un jour d'une conférence de presse, je me suis fait dire par la dame du Journal de Montréal, elle se retourne vers Richard Terrien et moi, puis elle dit, oh, c'est bien, vous autres, vous n'allez pas dire la même affaire. On couvrait les ratings, les sondages. C'est assez simple, des sondages. C'est mettre autre qu'un chiffre, là, puis c'est ça. J'étais découragé, tu sais. Je suis tu sais qu'on est rendu. Là, mais en même temps, on sait que la presse a des rapports privilégiés avec Radio-Canada, par exemple. Est-ce que vous avez vécu ça dans votre empire aussi? Bien sûr. Puis ça m'a agacé considérablement. Moi, je suis pas faite pour ça, là. Moi, je suis un électron libre. Puis il n'y a jamais personne qui m'a dit, ils m'ont toujours accusé de prendre pour l'autre. Mais finalement, les accusations étaient égales des 2 bords. Mais là, maintenant, c'est plus possible. Là. Puis je regarde mes jeunes collègues. Je les envie pas. Parce que c'est une guerre à finir, là, tu sais. Qui va gagner? Oh, je sais pas. On sait qu'il y en a un qui est plus acharné que l'autre, là. Moi, j'aime bien Pierre-Carl Péladeau, hein, personnellement. Il y a juste une fois qu'il m'a insulté. Son père m'aimait beaucoup, puis moi aussi. Et puis, il est marié avec Julie, que j'aime beaucoup. Ah, ouais? Et l'autre soir, justement, le soir de la première de Québec-Montréal, j'ai été à l'auditorium de Verdun
voir comment ça marchait. Puis j'étais assise à côté de Pierre-Carl. J'aurais tellement aimé ça, jaser avec lui. Parce que Pierre-Carl, il va à toutes les affaires de Julie. Tu sais, il est vraiment un bon public. Un bon mari. Un bon mari, c'est assez... Moi, ça m'étonne toujours parce que son père n'avait pas cette réputation-là d'être un bon mari. Puis il n'y a personne de parfait sur la terre. Mais là, à un moment donné, on était tassés, puis on avait la jambe collée l'un sur l'autre. À un moment donné, je réalise que la chaleur de la jambe de Pierre-Carl était sur la mienne. Oh. Puis j'ai dit, j'aimerais donc ça pouvoir comprendre ce gars-là. Puis il n'est pas facile. Fait que vous avez fait du genou, mais ça s'est pas rendu plus loin. On n'a pas fait du genou, là, on voulait pas ça, mais on était collés. Même avec la prothèse, on sentait la chaleur? Ben oui, parce que au niveau de la cuisse, là, je n'ai pas, là. Je n'ai des bouts qui n'ont pas de métal encore. Mais c'est un être fascinant. Là, je regarde, là, ça doit y briser le cœur de perdre son empire d'imprimerie. Ça, là, ça doit être effrayant, puis c'est son père qui avait parti ça, puis tout ça. Ça, il doit mal le prendre, mais c'est pas à moi qu'il va pas venir pleurer sur mon épaule. Là. Madame Cousineau, dans l'émission Et Dieu créa la flaque, il y a une caricature inspirée de vous qui existe virtuellement sous les traits de Madame Loulou, Manon. Attends une minute, j'ai un client. Ah ben, c'est pas... Eh oui, c'est bien moi. Éric Lapointe. Comment? Enfin, mais vous faites erreur. Ah ben oui, excusez-moi de vous avoir pris pour quelqu'un d'autre. C'est rien. Guy Chevrette, comment allez-vous? Ah! Mais on a ras la tonsure de ces Québécois! Même pas foutu de me reconnaître. Tant pis pour vous, je rentre chez moi. Bonne d'ignard, un culte, il est prêt. Bon, excuse-moi, c'était le président Sarkozy. Mettons que je suis là pas pour qu'il commence à me jaser ça. Là. Madame Cousineau, vous qui avez tant critiqué, ça fait quoi de vous voir caricaturer? Je parodie Pierre Pellado, qui s'était fait pogner à surprise. Fait qu'il a dit « Tout le monde a trouvé ça drôle, sauf moi. » C'est un peu ma réaction. Et j'ai jamais compris qu'un collègue de la presse fasse ça à un autre collègue. Qui était Serge Chapelot. J'en avais pas entendu parler. Ça a été fait nuitamment. Je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Ça m'a fait bien de la peine. Lui en avez-vous parlé à Serge? Bien sûr. Il s'est poussé. Il n'y avait rien à dire. Que voulez-vous? Vous l'avez toujours pas digéré. Mais là, on me fait plus rien, tu sais. Mais... Elle est plutôt sympathique. J'avais fait un commentaire un matin chez Paul Arcand, quand c'est arrivé. Il a dit « Qu'est-ce que vous en pensez? » J'ai dit... Vous savez comment il dessinait bien Stéphane Dion, qui avait l'air d'un rat? J'ai dit... Ça doit pas être compliqué pour lui de dessiner un rat. Il en voit un tous les matins dans son miroir. Il était tellement fâché, là. On m'a rapporté qu'il n'avait pas aimé ça. En 99, TQS a diffusé l'émission controversée Dieu reçoit, animée par Claude. Vous avez alors dit que l'émission n'était pas drôle, juste provocante, et vous étiez même questionné sur le talent de Claude Legault. Avez-vous changé d'idée depuis? Dieu reçoit, j'aimais pas ça. Tu clair, là? Minuit le soir, ça, c'était bon. Merci. J'ai-tu tombé en amour avec cette série-là, où tu voyais son personnage qui portait la mort en lui. Vous rappelez-vous, chaque fois qu'il adoptait un animal, il mourait. Et tu sais, c'était effrayant. Toi, Claude, te souviens-tu d'avoir été blessé par une critique de Mme Cousineau? Bien, à ce moment-là, oui, ça m'avait blessé, mais c'était pas juste elle. Tout le monde était sur notre dos, là. Je veux dire... Moi, j'avais vu Fournier nous avait épisode. batté à la radio aussi. Un épisode, j'avais vu, puis j'avais trouvé ça mauvais. Mais c'est ça le maudit problème de ce job-là. Il y a une fille, une fois, au Journal de Montréal, ils ont offert le poste de chroniqueur télé. Elle m'a appelé, elle dit « Devrais-tu le prendre? » J'ai dit « Tu prends pas ça. » J'ai dit « Tu pourras pas survivre, le monde va tailler, puis toi, t'aimes pas ça de faire haïr. Tu seras pas capable de te faire la langue. » Oui, mais vous aimez ça, vous faire haïr? Non, ils m'ont pas trop haï, finalement, malgré tout. On finissait par aimer un peu notre bourreau. C'est un peu le syndrome de Stockholm, Mme Cousineau. Parce que moi, j'ai été critiqué par vous, mais de façon... Dans le temps du groupe Sanguin, on avait fait des émissions. Puis ça a été quasiment... La décision de se séparer vient d'une critique de Louise Cousineau. Mais...
Non, mais c'est vrai, c'est parce qu'on était supposé de faire une série d'émissions de télévision à Radio-Canada, puis vous aviez dit non, merci, c'est pas bon, on n'en veut pas. Fait que là, nous autres, on était jeunes et tout, ça fait qu'on a décidé qu'on mettait fin au groupe. Mais je vous ai pardonné. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez quand Yvon Deschamps avait parti la Yvon, série. c'est Yvon. C'est Yvon. J'étais dedans. Mais là, moi, j'avais trouvé ça tellement mauvais, je trouvais ça indigne d'Yvon Deschamps. Il m'en a voulu, je m'en veux encore. Après ça, il a arrêté ça, cette folie-là, puis il a refait d'autres choses d'extraordinaire. Mais moi, je repensais à ces monologues extraordinaires, le bonheur, je pensais à tout ça. Lui, il était rendu qu'il niaisait, il y avait ses enfants jouaient dans ça. C'était abominable, c'était indigne de lui. Écoute, il fallait bien le dire, le monde téléphonait au bureau. Quand est-ce qu'il va arrêter? Fait que vous l'avez arrêté. Il n'est pas arrêté. Vous en avez parlé souvent jusqu'à temps qu'il arrête. Ben, lui, il passait tous les soirs, mon petit chéri. Je me rappelle. Vous avez été aussi crainte que respecté. Votre jugement était attendu. Vous avez souvent révélé des scoops. Aviez-vous des espions? Gorge profonde existe. Il y a des gens qui sont tellement contents de te dire quelque chose. Par vengeance ou pour l'argent qu'ils veulent le dire? Non, non. Pour nuire à l'adversaire. Pas tout le temps. Ou pour nuire Parce à qu'il ça? faut que ça sache, tu sais. M'en avez-vous encore des espions à Radio-Canada? Oh, j'en ai un peu partout. Le monde aime bien ça, parler. Tu sais, le monde, il aime ça. J'ai toujours dit au monde, un secret partagé est moins lourd à porter. Madame Cousineau, on s'est ennuyé de vos critiques télé, alors entrevue la télé selon Louise. Quelle est la première émission de télé que vous avez haïe? Ça part. Hey, vous rappelez-vous de ça? Épopée rock. Oui. Monsieur Popol. Avec Jeannot Bergeron. Oh, oui. Aucun bon sens. Je n'ai pas manqué un, moi. Le meilleur téléroman de la télé québécoise? Je pense que comme série, là, Les filles de Caleb, C'est dur à battre. Dur à battre. Un homme et son péché. C'est génial. Tu regardes encore. Surtout les 14 premières années. Les 9 dernières, ça se répétait. Le pire téléroman? Entre chien et loup, oh non! Non, le Schlitter, là, c'était à télé, à TVA. Pas la montagne du Hollandais? Oui! Ah! Oui! Le Schlitter. J'avais fait un titre, d'ailleurs, No Schlitt. C'est pas fort. Ça n'a pas passé. La meilleure comédie de la télé québécoise? Oh, on va être obligé de vous flatter. Je sais bien. Il y a un gars, une fille, il y avait des épisodes Gilles. Vous avez aimé ça? J'ai aimé ça. Qu'est-ce que vous pensez de Mario Dumont à Dumont 360? Ça, c'est d'un ennui mortel. Je regarde plus ça. Mais l'avez-vous regardé récemment? Non. Une grosse amélioration. J'ai essayé. C'était rien que des commerciaux. Ça n'a pas de bon sens. J'ai resté là 20 minutes. Il faut que ça à un se moment donné. paye, cette station-là, Mme Cousineau. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission spéciale La Petite Vie qui a été présentée dans le temps des fêtes? Faites-moi pas pleurer. J'ai eu tellement de chagrin à regarder ça. J'étais chez quelqu'un, personne ne riait. Là, j'ai dit, c'est pas correct, là, au visionnement, demain chez nous, tranquille, demain matin, mon pot de café, puis mon paquet de cigarettes, tout va se replacer, ça s'est pas replacé. Moi, j'ai de la peine, parce que quand on regarde des vieux épisodes de La Petite Vie, c'est génial, tu sais. Puis là, c'était comme une photo, tout le monde a bougé, puis il n'y avait plus rien de clair. Je regardais ça, puis c'était pas drôle. J'ai pas aimé ça. Ça m'a fait de la peine parce que moi, Claude Meunier, c'est une de mes idoles, puis je sais pas qu'est-ce qui arrive. Madame Cousineau, est-ce que vous restez avec nous? J'aimerais ça. Mon ami ici avait volé la carte à Mme Cousineau. C'est votre carte. Il voulait que je vous donne celle, tiens, la tienne. Présentement, pour tous les artisans de la télévision, vous êtes la critique idéale.
on vous lit nulle part, on vous entend peu et on vous voit presque jamais. Bref, félicitations pour votre bon programme. J'adore ça. Diane, disciple de Bacchus, qu'est-ce qu'on boit? Un vin conseillé par Philippe Lapéry. Oh. C'est un Guigal Côte-du-Rhône 2005. Guigal. Je m'excuse, bonsoir. Allô, Véro? Bonsoir tout le monde. Hey! Allô? Chouchou? C'est la chouchou? Hey! C'est la première chouchou de 2008. T'en as profité vite de ta carte? Moi, oui. T'as compris le principe, hein, Oui, tabarouette? je sais que vous allez me niaiser, là. J'y ai pensé 2-3 minutes avant de venir, mais je me suis dit, c'est pour une bonne cause, OK? J'arrive, j'ai l'air d'une vendeuse de balayeuse, mais j'ai quelque chose d'important à dire. C'est pas du chocolat pour ta fille à l'école? Non, c'est c'est pour l'équipe de ringuettes au primaire. Alors, on entre bientôt dans le mois de février, demain. Et donc, c'est le mois des câlins qui commence. On fait ça avec Rythme FM et la Fondation du CHU Sainte-Justine. Donc, pour l'hôpital Sainte-Justine, on vend des glosses tout le mois de février. Là, j'en ai apporté un. Puis, savez-vous quoi? C'est la première fois que je vous vois avec du rouge à lèvres, vous. Mais savez-vous que ça vous fait bien? Bien, je vais vous en donner un, Madame Cousineau. On va me mettre ça, C'est le seul que je vais donner. Parce que les autres, elle va le vendre. C'est le seul, parce que les autres, je les vends parce que c'est pour Sainte-Justine, c'est pour les enfants malades de partout au Québec qui sont C'est soignés celui là-bas. qu'Anne-Marie Lozec utilise. Juste pour donner les Ça, détails, ça, là. c'est lèvres. Oui, Oui, ça oui. va sur la bouche. Oui. Alors, Hey, j'ai droit à un verre de vin? Alors, pour les détails, pendant que Guy sert le vin, je veux juste que les gens sachent que ça se vend dans tous les Jean Coutu du Québec. Il y a 288 points de vente à travers le Québec. Le gloss, OK, c'est un Clarins. Donc, c'est Clarins et Jean Coutu conjointement qui participent à cette promotion-là. Moi, je suis la marraine parce que j'ai besoin de vous dire que les enfants me tiennent à cœur. J'en ai 28 à la maison. Ouais, mais là, tu comptes Louis, là. Oui, oui. Lui, il compte pour 4. Cette année, l'argent, particulièrement pour Sainte-Justine, va aller à acheter de l'équipement en cardiologie que seule Sainte-Justine va avoir. Donc, ça, c'est très, très important. Puis, comme on a beaucoup parlé d'Haïti récemment et que tout le monde a été bouleversé par ce drame-là, donc on a décidé de faire quand même le mois des câlins. Mais Jean Coutu et Clarins ont accepté de donner un 2 supplémentaire pour que Sainte-Justine envoie de l'équipement en Haïti. Et il y a une équipe de médecins qui va partir prochainement et qui va aller aider là-bas. Alors, Véro, ça va t'obliger de rester avec nous jusqu'à la fin. Non, je peux pas. Pour vrai, je peux pas. Je dois aller voir mon enfant qui a sûrement faim à cette heure-ci. Donc, je vais aller vous regarder à la maison. Je voulais vraiment juste venir pour ma cause parce que c'est important pour moi. Puis cette année, puis c'est pas pour ajouter du drama dans mon affaire, mais cette année, ça me tient particulièrement à cœur parce qu'on a vécu un drame dans notre famille. Ma sœur et son amoureux ont perdu leur petit garçon. Donc, tu sais, il y en a encore plein d'enfants malades, puis il y a des enfants qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et c'est pour ça qu'on fait le mois des câlins. Alors, j'invite les gens à être généreux puis à aller se procurer un gloss. Ou encore des petits câlins virtuels sur le site Internet. Je vous en ai apporté, les garçons. Gars, on peut offrir ça pour la Saint-Valentin au lieu d'acheter une carte quétaine toute faite. Merci, Véro. Ben, merci beaucoup. Merci, Véro. Alors, je n'abuse pas de ma carte et je reviendrai. J'espère. Viendra pour le fun. Merci, Véro. Merci, Mme Cousineau. Tout de suite après la pause. Après avoir été une vedette rock que tout le monde, je vivais dans une vie de paradis idyllique un peu, de passer de rockstar du jour au lendemain à être un peu la risée de tout le Québec.
Mon prochain invité a été une vedette de la chanson dans les années 90, mais depuis, il a changé de refrain et délaissé l'interprétation du rock pour l'interprétation des rêves. Voici Kaya, alias Francis Martin. Bienvenue à Tout le monde en parle. Très bien, merci. Tu es né Francis Martin Lavergne. Tu as fait carrière musicale sous le nom de Francis Martin. Tu es par la suite devenu James Cafield et ton nom d'écrivain est Kaya. Sous quel nom veux-tu faire l'entrevue? Effectivement, le nom d'écriture maintenant, c'est Kaya. Mais les gens m'appellent très bien Francis aussi. Ça, c'est tout à fait correct. Et d'ailleurs, James Cafield, K, c'était pour Kaya. C'était pour Kaya. James Kaya Field. Au début, le premier nom d'écriture, c'était James Kaya Field. Puis après ça, avec le temps, c'est tout simplement devenu Kaya. Tu es aujourd'hui auteur et conférencier avec ta femme, Christiane Muller. Tu donnes des conférences et des ateliers sur les rêves et le langage symbolique. Après l'Europe, vous voici maintenant en tournée au Québec, au Nouveau-Brunswick. De quoi vous parlez dans vos conférences? Ce sont des ateliers d'interprétation de rêves avec des témoignages qui aident à mieux comprendre la mécanique du rêve. Parce que le rêve, c'est quelque chose qui, pour moi, a vraiment complètement changé ma vie. Les grands changements que j'ai vécus ont été causés à cause de rêves très intenses que j'ai eus. Est-ce que c'était des rêves prémonitoires? J'avais des rêves prémonitoires. J'avais beaucoup de cauchemars aussi qui me faisaient visiter toutes sortes de mémoires à l'intérieur de moi qui s'étaient accumulées. Et puis, c'est vraiment comme ça que la vie a basculé. Je faisais environ de 10 à 50 rêves par nuit. Et je fais ça depuis 15 ans maintenant. Toutes les nuits, comment tu fais pour compter? Je les écris. J'écris mes rêves. Donc, tu te réveilles en 10 et 50 fois par nuit? Disons que je me réveille avec 3, 4, 5 rêves à la fois, parfois. Est-ce que vous mangez du porc froid avant de vous endormir? C'est vrai que c'est ça. Au début, c'était très, très, très difficile à gérer pour moi. C'était vraiment quelque chose de très, très perturbant. Mais en même temps, autant que ça me faisait un peu peur, qu'en même temps, c'était quelque chose qui était fascinant pour moi. Est-ce que c'est vrai que dans les rêves, chacun des personnages, c'est nous? Exactement. La meilleure façon pour comprendre notre inconscient, c'est de comprendre qu'on est comme un peu un ordinateur vivant qui enregistre des mémoires positives et négatives tout au long de notre existence. Et tout ça, ça s'accumule en nous. Et même si on voit des choses très incohérentes dans les rêves, parfois, c'est vraiment quelque chose de très logique. Les rêves, ce sont je pourrais dire, des mathématiques de conscience, tellement c'est précis quand on comprend les rêves. Si on rêve qu'on fait l'amour avec une belle inconnue, ça veut dire qu'on fait l'amour à nous-mêmes? Ça peut vouloir dire qu'on a des besoins affectifs. Et le rêve va démontrer cette notion-là. Il ne faut pas qu'il y ait de notion d'infidélité, par exemple, dans le sens qu'on visite des besoins affectifs, mais si on a notre femme dans la porte à côté et tout ça, là, ça peut démontrer que l'être a des mémoires d'infidélité qui peuvent même préparer les futures infidélités. Non, tu t'es fait poigner, Guy, hein? Je peux même plus dormir tranquille. Quand on contrôle notre rêve, est-ce que c'est correct? Quand on sait qu'on rêve et qu'on contrôle le rêve. Oui, ça arrive. Oui, ça. Quand on contrôle le rêve, c'est vrai, c'est des choses qu'on peut vivre. Ça veut dire que dans la vie, on va avoir tendance à contrôler la réalité. C'est très logique, les rêves. C'est fantastique parce que ça peut devenir quelque chose de très intense. Et il faut apprendre aussi que les cauchemars, il faut les dédramatiser et voir ça comme une accumulation de mémoires négatives. C'est ce qui fait l'intensité des cauchemars. Puis est-ce que ça sert de vacuum? Quand on fait une série de cauchemars, ça veut dire qu'on vient de faire sortir le méchant? C'est très bénéfique. C'est pour ça, même avec les enfants, moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'aide beaucoup les parents aussi pour à pas faire peur aux enfants qui ont des cauchemars. Parce que des fois, on a peur pour nos enfants. Puis en fin de compte, ça représente des forces que l'enfant a en lui. Il peut même exprimer ses peurs à travers ça. Donc, il faut plus l'étudier, plus que d'en avoir peur. Francis, c'est à la suite d'un rêve que tu as fait la connaissance de Christiane Muller, qui est aujourd'hui ta femme, avec qui tu travailles. Comment ça s'est passé, ce rêve-là? C'était un très, très beau rêve où je me réveillais le matin, où il y avait un mariage qui allait avoir lieu et j'étais comme dans des temps très anciens et c'était des lieux extraordinaires. Il y avait le roi Salomon qui était là, habillé de pierres précieuses. C'était très, très puissant comme rêve. Et là, c'est pour ça que je me suis retrouvé dans une librairie pour essayer de savoir c'était quoi le roi Salomon, parce que je ne connaissais pas trop son histoire en détail. Et puis, le libraire m'a parlé que Christiane connaissait un peu l'interprétation des rêves. Et de fil en aiguille. Et c'est ça. J'ai laissé mon numéro de téléphone et ça a été notre premier contact. Et on est devenus amis pendant
près de 2 ans, puis et un jour, l'amour nous a réunis. Tu as rencontré ta femme d'expérience. J'ai rencontré ma femme d'expérience, oui, tout à fait. Ah oui, oui, puis je suis tellement heureux. En plus des rêves, les anges occupent une place importante dans ta vie spirituelle. Est-ce que tes anges ressemblent à ceux qu'on met en haut des sapins de Noël? Bien, c'est ça qui est intéressant, parce que lorsqu'on parle d'ange, on parle de symbolique. Et cette symbolique-là représente la capacité de rêver. Parce que c'est une métaphore, en fin de compte, un ange. C'est un petit bonhomme avec des ailes, donc ça représente la capacité que tous les êtres humains ont de rêver et de voyager avec la conscience. Moi, j'admire ça, des gens qui croient des affaires de même. T'aimerais ça? T'aimerais-tu ça? Hein? T'as jamais pris de drogue, toi, hein? Jamais, jamais. Non. Ah non, ça non, c'est sûr que j'ai été... non, pas à ce niveau-là, non. Bien, à 50 rêves par nuit, t'es aussi bête de pas en prendre parce que vraiment... T'es trop sensible. Francis, tu remportes du succès comme auteur. Tu as ta propre maison d'édition. Tu as écrit 3 livres et co-écrit 8 autres avec ta femme, Christiane Muller. Plusieurs sont des best-sellers, sont traduits dans plusieurs langues, sont publiés dans une vingtaine de pays. Pourtant, tu dis ne pas être un gourou ni faire la promotion d'une quelconque religion. Alors, qui es-tu et que promotionnes-tu? C'est sûr que le terme gourou, ça, il faut l'adapter dans le sens comprendre que souvent, ça a une connotation très négative. Mais pour moi, non. Moi, je me vois vraiment comme quelqu'un, au contraire, qui partage son cheminement. Parce que j'aide les gens à comprendre les rêves, les cauchemars. Parce que pour moi, c'est tellement quelque chose qui a été très, très intense dans ma vie. Et ça a été quelque chose que j'aurais pu vraiment devenir fou, moi. V'là 15 ans, les gens ont vu mon changement, ils ont vu les choses. Au début, j'ai été un peu extrême dans l'intensité dans laquelle l'ouverture de conscience. Oui, toi aussi, tu trouves ça? Oui, tout à fait. Ah oui, définitivement. Au début, là, j'étais vraiment comme... Mais c'était tellement puissant. On n'a pas idée à quel point on peut basculer dans l'inconscient et puis de perdre la réalité en même temps. On a ri beaucoup de toi, hein? Je veux dire, tu le sais, les humoristes ont fait des farces sur toi. J'en suis. J'ai ri moi-même de toi. Comment tu as réagi à ça? À un moment donné, tu étais comme la risée. Les gens disaient James K. Field, ça n'a pas de bon sens. C'était gros aussi comme changement. Là. Mais je comprenais en même temps aussi, parce que c'était pas évident pour... Même moi, au début, c'était tellement puissant ce que je vivais que ça me dépassait un peu ce que je vivais. Parce que c'est quelque chose, hein, parce que c'était fort à ce moment-là, hein, c'est sûr. Hein, partout où je marchais, je sentais le regard des gens. Sûr. Et je sentais vraiment comme un rejet. Je me suis même isolé aux États-Unis. J'ai vécu comme un ermite pendant plusieurs années. Je te cite à cette époque. Le plus beau cadeau, c'est d'avoir vécu l'humiliation. Après l'humiliation, il n'y a plus rien qui puisse te déranger. Quelle a été, toi, ta plus grande humiliation? Bien, je pense que ça a été, après avoir été une vedette rock que tout le monde... je vivais dans une vie de paradis idyllique un peu, de passer de rockstar du jour au lendemain à être un peu la risée de tout le Québec. C'est sûr que c'était très, très fort. C'était comme une humiliation. Mais en même temps, je peux pas dire que jamais que j'étais fâché ou j'étais pas bien. Ou... En tout cas, tu n'as pas l'air d'en vouloir aux gens. Non, pas du tout. Parce que je comprenais à quelque part. Mais en même temps, je me disais, j'ai un jour, par mes bonnes actions, que j'allais un jour pouvoir montrer aux gens que ce que j'avais fait, ça pouvait être très positif. Est-ce que tu as souffert de dépression à ce moment-là? Effectivement, oui. Je pense qu'on peut dire le mot dépression, sauf que j'ai jamais pris de médication. Parce que pour moi, la dépression, c'est quelque chose de très positif maintenant, dans le sens que, pour moi, c'est une ouverture de l'inconscient ou une accumulation de pression, de mémoire négative. Disons que, dans un premier temps, c'est très difficile à vivre, mais le côté positif de ça, c'est de transformer ça, de comprendre, de nettoyer les mémoires négatives qui voyagent en nous, on apprend à penser différemment, à voir la vie positivement à travers ces dérangements-là intérieurs. Et avec le temps, ça se nettoie vraiment, ces mémoires. Madame Cousineau, vous avez eu une période dépressive. Êtes-vous d'accord avec Francis? Non. non. La dépression, c'est la pire affaire qui t'arrive dans la vie. Mais après? Bien, après, c'est comme des souliers trop petits. Et quand tu les enlèves, ça fait tellement de bien. Alors, quand tu sors de ça... Mais c'est quand t'es dedans, là, que t'es dans le trou de boue, puis tu peux plus t'agripper nulle part, puis tu sors plus, puis tu veux plus voir tes amis. Ça, c'est une période infernale dans une vie. C'est ça, mais moi, vous voyez, c'est un peu ça aussi que j'ai vécu, cet isolement. Et quand je dis que c'est positif, c'est comme Mme Cousineau l'explique, quand on est dedans, c'est pas positif. Mais après,
toutes les personnes qui se sortent d'une dépression après un travail intérieur, peu importe le cheminement qu'on utilise, on se sent une nouvelle personne. On ne voit plus la vie de la même façon. Hein? C'est vraiment quelque chose qui nous amène des grandes ouvertures de conscience et qui nous apprend à vivre différemment par la suite pour être plus heureux. Tu es né à Montréal le 28 août 1968. À 6 ans, tu as commencé ta carrière musicale comme soliste dans la chorale de Saint-Félicien. On va se faire plaisir, Manon. Quand on se donne à une femme d'expérience, quand elle vous prend avec son sixième essence, quand on se donne à une femme d'expérience, on met son innocence dans la balance. Mais à la fin des années 80, tu avais signé un important contrat avec Sony, qui était CBS à l'époque. Tu as par la suite travaillé avec la même équipe que Céline Dion. Tu avais un plan de carrière similaire au sien. Au Québec, tu es rapidement devenu une vedette. Tu as vendu 300 000 exemplaires de tes albums. Est-ce que tu vivais bien avec le succès? Je vivais bien avec le succès, oui, mais en même temps, j'avais comme le côté superficiel. On dirait que j'avais tout réussi facilement. Moi, j'étais un créateur d'abord et avant tout. J'ai passé toute ma vie en studio d'enregistrement. Bien, disons que le côté vedette, c'est ça. Ça, c'était comme pas... J'étais pas très dans cette dynamique-là. J'étais beaucoup... je répondais aux courriers que je recevais. Je recevais des milliers de lettres. Je passais mes semaines à faire ça. Même mon équipe, à cette époque-là, disait « Arrête, c'est trop, t'exagères ». Mais moi, ça me faisait du bien faire ça. Et c'était toujours le côté d'aller vers les gens, d'aider les gens. Ça, Francis, maintenant, c'est la musique que tu fais sous le nom de Kaya. La musique a toujours été là. Hein? La musique, d'une certaine façon, elle s'est transformée en musique instrumentale. Puis cette musique-là, elle est connue dans plusieurs pays, en Allemagne et partout. Et moi, pour moi, la musique instrumentale, c'est quelque chose qui exprime des états d'âme. Et ça, on peut, en écrivant, en représentant des états d'âme, des états de conscience, des qualités aussi, j'ai trouvé cette expérience-là formidable. Francis, tu es disparu de la vie publique pendant une quinzaine d'années. Qu'est-ce que ça te fait d'être à nouveau sous les projecteurs? Quand je suis arrivé dans Radio-Canada tantôt, là, je me souvenais de l'odeur. Ah oui, ça n'a pas changé. C'est pas un rêve, ça. Et ça, ben moi, quand je faisais Starmania, entre autres, on faisait toutes les répétitions aussi. Donc, j'ai passé, je suis venu tellement souvent ici, à de nombreuses reprises. Et puis, j'avais mon skateboard, puis je me promenais dans les corridors en bas. Puis, donc, c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose, ça me touche d'être là. Puis, je suis content de venir aussi, vouloir venir comme ça, parler, partager au Québec aussi pour dire bonjour à tout le monde, dire que je suis pas fou, que je pense que maintenant, mon but, c'est simplement de partager pour que les gens puissent mieux comprendre la capacité de rêver à quelque part, à quel point ça peut aider à se transformer. Puis moi, c'est ce que j'ai utilisé pour me transformer. Danny? Je surveille. À te voir ainsi aux anges, mener une vie de rêve, tu me donnes royalement le goût, à moi aussi, d'offrir mon corps à une femme d'expérience. Francis, tu restes avec nous? Avec joie. Tout de suite après la pause. On a eu le grille-pain pendant longtemps, puis on pensait vraiment que c'était comme une pièce de décoration sur le comptoir. C'était joli. Puis que c'était comme un miroir. On pouvait se...